Avec nous ce soir, Patrick Bruel, Jane Birkin, Thierry Roland, Francis Perrin, Michel Bernier, Bernard Mabille, Jacques Balutin, Macha Merrill, David Pujadas, Michel Legrand, Vincent Perrault, Salvatore Adamo, Philippe Chevalier et Régis Laspalès, Enrico Macias et les Bluebell Girls du Lido. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur France 2 pour une soirée exceptionnelle. Une soirée vraiment exceptionnelle car elle est consacrée à une personnalité hors du commun. Ce soir, nous allons retracer tous ensemble 50 ans de télé, 50 ans de rire de Philippe Bouvard. Et je suis particulièrement honoré et ému de présenter cette émission car ce grand homme est un peu mon maître. Mon maître 60 et quelques, comme dirait Pierre Dac, et je le dis avec beaucoup de tendresse, c'est en quelque sorte mon père spirituel dans ce métier. Philippe a animé pas moins de 5000 heures de programme. Voici le résumé d'une carrière éblouissante en images. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et merci de bien vouloir prendre toujours la même route de week-end pour venir nous rejoindre. Bonsoir. 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 Bonjour. Merci d'être venu à notre anniversaire. C'est un jour que nous attendions depuis longtemps, étonnés et ravis d'une si longue carrière, sachant que qui aime rire aura toujours 20 ans. Toujours 20 ans, mais ce soir, nous célébrons ces 50 ans de télé. Je vous demande d'accueillir le héros de cette soirée, Philippe Bouvard. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. Venez. Dites donc. Ah, c'est agréable, vous le savez. Ça donne envie d'avoir tous les jours 50 ans de carrière. Alors, je vais vous dire, 50 ans, on appelle ça un jubilé. Un jubilé, oui. Et je sais pourquoi. Parce que ce jour-là, on jubile. C'est vrai. Alors justement, je suis très heureux, moi, de présenter votre jubilé de télévision. D'ailleurs, Philippe, pour être précis, parce que je sais que vous aimez les chiffres précis, c'est pas tout à fait 50 ans de télévision, c'est 52 ans de télévision. Hein. Alors, avant qu'on commence à vous montrer quelques surprises qui vont égayer cet anniversaire, qu'est-ce qui, au cours de cette longue carrière, vous a le plus marqué, le plus étonné? Ce qui m'a le plus surpris, c'est de la faire, cette longue carrière. Ce soir, cher Philippe, nous allons retracer vos différentes activités à travers 6 tableaux qui vont reprendre, au fond, vos activités à la radio, à la télévision, et également dans la presse écrite. Précision, vous n'êtes au courant de rien. Je le dis pour les téléspectateurs, Philippe n'est au courant de rien. Il était enfermé dans une loge. On a préparé énormément de surprises dans son dos. C'est la première fois que ça vous arrive. Oui. En général, vous aimez bien avoir l'air d'orchestrer les choses ou les orchestrer vous-même. D'habitude, j'occupe votre place, vous comprenez. Et je sais par expérience que c'est beaucoup plus confortable parce qu'on sait tout ce qui va se passer, on dirige le jeu, mais bon, comme disait Jean Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Absolument. Nous allons voir des images qui n'ont jamais été rediffusées, des moments rares, des séquences cultes et des surprises en cascade. Et on commence cette grande soirée d'hommage avec l'émission que vous présentez depuis 33 ans, Les Grosses Têtes. Ça sera notre premier tableau de ce soir. Les Grosses Têtes.
C'est d'abord une émission diffusée sur RTL, puis à la télévision. C'est un succès jamais démenti. 33 ans, 17 000 heures d'antenne, environ 2 milliards d'auditeurs en cumulé. C'est énorme. C'est l'émission la plus écoutée de France. Alors, je dois dire... Il y a une séquence quotidienne de la radio qui conforte ce que je vais dire, que nous sommes écoutés partout. Alors, grâce à Internet aujourd'hui, qui facilite beaucoup la communication, mais j'ai tous les jours un auditeur du bout du monde au téléphone et il me dit « je suis au fin fond de la Sibérie, je suis au pied de la muraille de Chine ». Savoir que le rayonnement des grosses têtes se confond avec les limites de la planète, je suis pas peu fier. Mais surtout, ce que vous avez réussi, Philippe, c'est de réunir une bande de copains chaque après-midi qui sont réunis autour de vous, dont l'unique but, c'est de nous faire rire. Et justement, ce soir, eh bien, les copains sont là. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, ce qu'on appelle la bande à Bouvard. Quelques micros, l'invité et les bonbons. La bande à Bouvard, les rigolards, la bande à Bouvard. Depuis 30 ans, mon patron m'a fermé la maison. Sans succès, oui, mais sans succès. La recette, seul la connaît. C'est mon millimètre. C'est du cochon et c'est de la bande à Bouvard. Alors tous les après-midi, nous nous retrouvons en amis pour rire très fort et désinguer, oui, pour désinguer. Tu bénis et faux important, l'opposition, le gouvernement, et les normes des prétentiels, la bande à Bouvard. Il y a des poivrons, des faux machos, des amazones, des demi-gros, tous malfaisants, jamais sérieux, non jamais sérieux. La seule personne qu'ils aiment vraiment, à part leur papa, leur maman, c'est leur frère César, la bande à Bouvard. Quelle chorale! Messieurs, on applaudit la bande à Bouvard. Rejoignez-nous. Oh là 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 là, ils sont tous là, ils sont tous là. Mon Francis, mon Jacques, Thierry, là là. Que de bons souvenirs. J'espère que vous allez rigoler comme vous savez le faire, hein. Et puis Jean, et puis Vincent, et puis Pierre, et puis Eric, et puis Bernard, et puis, bah oui, il est là, Olivier. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mes piliers, Jean-Jacques et Jacques. Alors, je dois dire que depuis que je vous ai entendu chanter ensemble, je suis tenté d'écrire cœur en faisant volontairement une faute d'orthographe, en enlevant le H. Oh. Dites donc, les messieurs, vous en êtes bien sortis, finalement. Oui, finalement. D'autant. On va répéter des jours et des jours. Oui, ça se sentait, surtout pour vous. Non, mais d'autant qu'il y a eu un gag extraordinaire. Le dernier, c'est qu'il y avait un prompteur en haut. Et ils avaient mis devant le prompteur le mec le plus costaud de l'Assemblée. Ce qui fait qu'on voyait que dalle. Monsieur Aubry, on ne peut rien voir. On peut... Oui, Jacques. Merci Sébastien Chabal, merci. Alors, on peut remercier également le pianiste Richard Lornac, qui a eu bien du mérite. Et pour l'anecdote, j'en profite pour vous dire que c'est également c'était le pianiste Cyril Luron et c'est mon pianiste au Fou du Roi. Alors, qu'est-ce que, les uns les autres, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que les grosses têtes de Philippe Bouvard ont apporté à vos carrières respectives?
Beaucoup de femmes. Beaucoup d'argent. Bah, visiblement, vous ne les avez pas apportés avec vous. Hein. Quand on vient à Strasbourg, on n'amène pas sa saucisse. Oh. Franchement, Stéphane, ça a tout changé parce que quand j'ai rencontré Philippe, c'était sur un de mes plateaux. J'étais, vous savez, un animateur bien propre et bien peigné, bien tout ça à l'époque. Oui, je suis toujours, je vous remercie, mais enfin, je peux me passer la main dans les cheveux. Et Philippe avait senti que je pouvais aussi dire des cochonneries de temps en temps. Et quand je suis venu faire les grosses têtes au début, ben, ça m'a permis de montrer qu'on pouvait être aussi un peu autrement, maintenant, différent. Je suis obligé de le calmer. Hein. Oui, oui. Ça, c'est le problème, c'est qu'il y a des dérapages après. Forcément. Et il est comment en chef d'orchestre? Ah bah formidable. Oh bah, il est plus petit que sa baguette. Les plats arrivent au bon moment, ils sont parfaitement servis, assaisonnés, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on a signé le contrat pour cette année? Oui. Non, oui, il est cela dit, excellent. J'ai eu à votre égard un petit complexe, un petit remords. Hein. Je coupe souvent la parole pour garder à l'émission son rythme. Et je suis en quelque sorte le rabbin des ondes. Oui. Oui. Ce qui veut dire, Philippe, que vous gardez le meilleur morceau, quand même. Vous qui avez fréquenté tous les glands de ce monde. Et les têtes couillonnées aussi. Alors, je vais d'abord... Je vais d'abord m'adresser au doyen des grosses têtes de Philippe Bouvard. Jacques Balutin, vous n'êtes pas le doyen, pardon, par l'âge, mais vous êtes le doyen par votre présence aux grosses têtes. Oui, ça doit faire... Philippe sera mieux que moi, mais 33, 4, 5 Non, l'émission n'a que 33 ans. Vous êtes là depuis 32 ans. 32 ans. Vous avez raté la première année, mais moi aussi. Oui. Je suis arrivé du zoo de Vincennes par les arbres jusqu'à la rue Bayard. Et Philippe a eu la gentillesse de m'accueillir. Je ne savais ni lire ni écrire. Et les premières réponses que j'ai trouvées, Jean Dutour était encore là parmi nous. Et ils étaient aussi surpris l'un que l'autre parce que j'étais pas là pour trouver des réponses. J'étais là pour dire des âneries, ce que je continue à faire le plus souvent possible. Et je trouvais quand même des réponses parce que j'ai un esprit d'une certaine logique. Oui. Tu vois, tu me dis, qu'est-ce que fait un requin qui nage pas? Je te dis, il coule. Et oui, bonne réponse de Baltou. Tu vois? Et là, je vois l'œil. Et là, je voyais l'œil de Philippe et l'œil de Dutour et la femme de Jean Dutour qui était là tous les soirs parce qu'on enregistrait à l'époque le soir. Elle l'engueulait parce qu'il n'avait pas trouvé. Elle faisait, t'aurais pu trouver ça, Jean, quand même. Alors justement, on a envie quand même de se replonger maintenant dans cet univers des grosses têtes. Je vous propose de regarder quand même quelques morceaux choisis des grosses têtes. Regardez. Ah bah oui, on a ce qu'il faut pour être heureux. Suffit de regarder vos grosses têtes dans leur mirette. Il y a du ciel bleu, tout un orchestre dans le piano. Sans que s'ils ont le cœur très généreux, c'est quand même pas le club des poètes. Pour mieux connaître ces fous furieux, comment s'en parle plus fougueux. Docteur, j'ai l'impression que j'ai toutes les maladies qui existent. Alors, docteur, je fais... Déjà, je vois que vous avez l'amnésie et le diabète. Enfin, comment vous avez vu ça? Ben, déjà, votre braguette est ouverte, puis il y a une guêpe qui tourne autour. Ah, parfait. Maman, les petits boubous qui sont debout, voit-on leurs jambes? Mais oui, mon gros bêta, c'est quand t'es assis qu'on ne les voit pas. Maman, les petits bateaux que je mets sur l'eau ont-ils des chances? Mais oui, mon gros bêta, tu nous l'as prouvé, sacré petit gars. Maman, est-ce que c'est vrai que les garçons préfèrent les blondes? Mais oui, ma grosse Bertha, si ça n'était pas vrai, on t'aimerait pas. Voilà quelques grands moments des grosses têtes à la télévision. On est passé de la radio à la télévision, mais
Je voulais juste saluer la présence d'Éric Laverdin dans le public, qui réalise quand même à la radio la conscience et la technique de l'émission. Sans lui, il n'y aurait pas eu des grosses têtes pendant aussi longtemps. Cela dit, RTL, au début, avait trouvé une porte de sortie si jamais ça se passait mal. Oui. Comme on avait commencé le 1er avril, Jean Farand, qui dirigeait à l'époque la station, avait dit « Bon, puis ça marche pas, on arrêtera le 2 avril, on dira que c'était un canular. » Le canular dure depuis quelques années. Cela dit, vous nous avez fait chanter quand même, vous les avez fait chanter. Jacques Anaclet a bien participé, je crois qu'il est là également à côté d'Éric. On peut le saluer, Jacques Anaclet, qui a créé des parodies. Alors, je dois dire que cette version télévisuelle, qui n'avait qu'un lointain rapport avec la version radiophonique, basée sur l'improvisation, nous contraignait à écrire pour chaque émission 14 sketchs ou chansons. Et Jacques Anaclet, avec d'autres auteurs, Laurent Baffy par exemple, nous donnait des textes qu'il fallait apprendre, répéter et jouer ensuite. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, on était complètement vidé et on a rendu notre tablier. Mais la première a failli être vraiment une catastrophe. La première à la télévision. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé ce qui se passe pas dans votre émission, bien sûr, qui est admirablement réglée, mais dans d'autres. Il y a eu des... On a eu un cœur des vierges, on n'est pas obligé d'avoir les solistes. Il y a eu des défaillances techniques et on a pris un retard considérable. Mais la production, qui avait bien fait les choses, comme la vôtre, avait prévu un buffet avec de quoi grignoter, mais surtout de quoi boire. Ce qui fait qu'au bout d'1 heure et demie, tout le monde était pompette. Chacun disait n'importe quoi et il a fallu arrêter. C'était impassable. Il y avait que des cochonneries. Mais justement, on vous a vu, là, il y a un extrait. On voit Francis. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'il y a cette séquence où on vous voit tomber sur Sim. J'avais fait un sketch qui était sur l'intronisation. Donc d'un vin, comme ça, je jouais j'avais un magnum. Je me souviens de Côte de Blaye, d'ailleurs, on peut le dire, et une autre bouteille à côté. Et Philippe croyait que c'était du jus de raisin. C'était du vrai vin. Et j'ai bu en 3 minutes 30 le magnum et la moitié de la bouteille de vin, et j'étais pété comme un coin. Ça se voit. Ça se voit, et c'est la suite où je suis tombé avec Sim, j'ai entraîné tout le monde. Et après... À la fin de l'émission, il y a Philippe qui me dit vous ne rentrez pas à Versailles, j'habite à Versailles, vous ne rentrez pas, vous restez, vous prenez un hôtel qui était à côté de Bobino et vous ne rentrez pas chez vous. J'ai dit, vous le promets. Je suis descendu dans le parking où il y avait donc ma voiture garée, il était 1h30 du matin, j'ouvre la portière, je me penche pour prendre ma trousse de toilette et je me réveille à 6h30 dans la même position, dans le parking. Oh non. Mais la plus belle que j'ai prise de ma vie. On en parle, mais ça a été un enchantement. On ne peut pas parler des grosses têtes sans évoquer la figure de Sim qui nous a quittés il y a pas très longtemps. C'est vrai que vous lui avez fait tout faire, Philippe. Est-ce que c'est lui qui avait un goût pour le travestissement ou pour le déguisement, ou c'est vous qui le poussiez? Il s'appelait Simon Berrier, de son vrai nom. Mais par son mariage avec le showbiz, il était devenu, et ça doit le rapprocher de vous, baronne de la Tronchambière. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, il avait déjà ce goût du travesti. En plus, une voix qu'il pouvait moduler comme il voulait. C'était un grand comique. Et une de mes grandes fiertés, je crois, c'est de lui avoir dit qu'il n'était pas, comme on voulait l'y cantonner, un comique visuel, qu'il avait son mot à dire, qu'il pouvait l'écrire, et il a même publié des best-sellers. Là, oui, je me souviens, il y a des séquences où il m'a fait jouer, avec Sim, m'a fait jouer des choses épouvantables. Vous étiez un personnage historique. Oui, je crois qu'il me faisait jouer la reine d'Angleterre, non? Oui, c'est ça. Oui, alors la ressemblance n'est pas frappante. Mais le bibi annonce un peu la couleur. Oui, exactement. Mais vous n'avez pas fait que ça, mon cher Stéphane. Je dois dire que lorsque je vous ai proposé, timidement, parce que je ne connaissais pas à l'avance votre réaction,
d'oublier que vous étiez journaliste et animateur pour devenir comédien. Vous n'avez pas hésité. Vous m'avez dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je vous ai dit, c'est très simple, on va s'inspirer d'un sketch fameux de Guy Bedos. Alors, vous allez être le boxeur sonné. Vous m'avez dit, oui, mais qui sera mon manager, mon monsieur Ramirez? Mais j'ai dit, un homme qui est tout trouvé pour ça, c'est Pierre Bellemare. Et Pierre Bellemare a accepté aussi. Et vous allez revoir ce que ça donnait, c'est extraordinaire. T'as été parfait pendant les 20 premières secondes, quoi, hein? Bon, hein? Les 20 premières secondes, il n'a pas donné de coup. Ah bah oui, justement. J'ai très sommeil. Bah oui, t'as très sommeil. Fallait dormir avant. Là, j'ai dormi après. Oh, quoi? T'as dormi après? T'as dormi quoi? 1 heure, hein? Mais c'est pas en dormant après qu'on se remet en forme. Puis regarde-moi quand je te parle, mon Olivier. C'est difficile. Non, c'est difficile. Même avec les yeux gonflés, il y a les fentes, on peut voir quand même, quoi. Bon, sans blague. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est tes oreilles. Après le crochet du droit, quand je t'ai dit lève tes gants et que t'as compris lève tes dents, hein? T'as l'air malin avec les incisives en avant, hein? J'ai pas fait exprès de prendre une deuxième droite. Comme t'as pas fait exprès d'avaler ton protège-dents. Ouais. On va le récupérer. Oui, dans quel état? Ah là là. Ah, quel souvenir avec Pierre. Alors, Philippe, pourquoi cette moustache? Écoutez, je vais vous dire, quand on a commencé à penser à cette émission, vous m'avez dit on voudrait vous faire un cadeau, réaliser un de vos rêves. Eh bien, mon rêve, c'était d'avoir une moustache. Et pourquoi? Eh bien, parce que j'avais quelques poils follets et blonds sous le nez, mais ça ne constituait pas vraiment une moustache. Et aujourd'hui, j'en ai une qui me fait ressembler à Pierre Bellemare. À une sœur un peu virile de Pierre Bellemare. Même si la vôtre est un peu de travers. Ah, parce que votre rêve, c'était de ressembler à Pierre Bellemare. C'était d'être un grand comme lui, c'était d'être intelligent comme lui, et c'était surtout d'avoir un système pileux qui fasse viril, comme lui, puisque, bon, dans votre Dordogne d'adoption, hein, on vous a surnommé Papy Gourdin ou Périgourdin. Papa. Jean-Jacques, quand même, vous êtes là, messieurs, vous êtes 12 hommes, un cœur d'homme, mais il n'y a pas de femmes dans votre affaire. Non, mais est-ce que c'est pas un peu misogyne, quand même, les grosses têtes de Philippe? Non, c'est une réputation qu'on nous a faite, qui est injustifiée. Ils sont moins drôles que les hommes. Oh, Jean-Jacques. Ils ont du boulot à la maison. Ça va. Mais moi non plus, je ne vous aime pas. Non, simplement. On tient des propos un peu machos, mais sans y croire vraiment. Hein. Et puis, la rigolade un peu grivoise telle que nous la pratiquons est plutôt une affaire d'hommes que de dames. Hein. Il y a guère qu'avec Amanda Lear que ça se passe bien. Mais ça se passe bien avec Marianne James, ça se passe bien avec Macha Merrill. Absolument. Ça se passe bien avec Patrick Juvet. On en use beaucoup, c'est ça le problème. Alors, je rappelle évidemment à nos téléspectateurs qu'on peut retrouver les grosses têtes sur Paris Première et 7 jours sur 7, de 16h à 18h, évidemment, sur les ondes d'RTL. Et sur rendez-vous. Et à propos d'RTL, il y a une grande surprise pour vous, Philippe, à la fin de l'émission. Pendant combien d'années encore, les grosses têtes? C'est signé pour combien de temps? Écoutez, si le bon Dieu et les auditeurs qui décident tout sont d'accord, j'ai signé pour encore 3 ans. Très bien.
Merci, messieurs. Alors, je voudrais saluer tous les talents qui sont autour de nous, hein, et qui contribuent à faire des grosses têtes ce qu'elles sont devenues. Parce que un homme seul n'aurait rien fait du tout. Je crois que si les grosses têtes ont eu ce succès et continuent à l'avoir, c'est parce que je me suis bien entouré. Alors, merci à tous mes complices. Merci à tous, messieurs, d'être venus ce soir pour entourer votre patron chéri. Je vous propose maintenant de retracer les premiers pas de Philippe Bouvard et une voix amie nous le raconte. Regardez. Mon cher Philippe, c'est donc ici que tout a commencé. À Coulommiers, charmante et paisible bourgade de Seine-et-Marne, mondialement connue pour son fromage. Si j'osais, je dirais que vous avez été élevé comme Martine, Aubry. Pardon pour ce jeu de mots. Mais revenons à vous, Philippe. Vous êtes né un 6 décembre. Et à peine votre premier cri poussé, votre papa fait sa valise. Vous ne le connaîtrez pratiquement pas. Néanmoins, vos premiers mois s'écoulent tranquillement dans cette maison du centre de Coulommiers. Très vite, André, votre maman, décide de partir habiter dans la seule ville digne de son fils, Paris. Ville lumière. Elle soupçonnait que vous alliez, des années plus tard, y briller de mille feux. C'est donc ici, dans le 9e arrondissement, que votre vie va véritablement commencer. Maman Bouvard se remarie avec celui que vous avez toujours considéré comme votre père, Jules, tailleur de son état. Bien plus tard, vous reprendrez la tradition paternelle en taillant bon nombre de costumes dont vos clients, je dirais même vos victimes, se souviennent encore. Votre maman était à la fois opticienne et pianiste. Votre oreille musicale n'en a pas pour autant été développée, pas plus que votre aptitude aux langues étrangères. Les biographies officielles nous apprennent que vos premiers émois littéraires seraient dus à la comtesse de Ségur, à Jack London ou à Charles Dickens. Mais à force de vous côtoyer depuis tant d'années, je suis certaine que très tôt vous avez dévoré les œuvres un peu sulfureuses de vos maîtres à penser, Flaubert, Allais et Jules Renard, son célèbre journal. Journal. C'est à 6 ans, dans votre appartement de la rue de Maubeuge, que vous créez votre premier périodique. Le journal s'appelle L'Épatant. 6 pages roses sur la vie familiale. Rose comme la couleur des milliers de fiches rédigées tout au long de votre vie. Rose comme la couleur de vos chemises et de vos éternelles joues de bébé. Saint-Lazare, revenons à ce 9e arrondissement où vous avez usé vos fonds de culotte et surtout la patience de vos professeurs. 7 renvois de lycée et 3 échecs au bac. Que faire d'un tel cancre? Votre maman repense alors à tous les journaux créés depuis votre enfance, à l'école, au lycée et même au régiment. Le hasard faisant parfois bien les choses, Pierre Lazareff, le prestigieux patron de François, habite dans la même rue que la famille Bouvard. Sans hésiter, André se décide à aller frapper à sa porte pour essayer de vous faire embaucher. Lorsqu'il s'agit d'entrer dans un journal, les relations sont plus importantes que le diplôme. Et pourtant, la porte, Pierre Lazareff va vous la montrer au bout de quelques minutes d'entretien. Pouvait-il à cet instant imaginer que vous lui succéderiez dans ce même fauteuil quelques années plus tard? Ce que Pierre Lazareff ignore, c'est qu'un Bouvard, quand on le chasse par la porte, il revient par la fenêtre. Ce sera celle du Figaro, où vous débutez comme coursier en 1953. Depuis, mon cher Philippe, vous, l'amateur de belles voitures, vous n'avez cessé de faire la course en tête. Comme ici, avec Jacqueline Joubert, lors d'une de vos premières émissions en tant que producteur. C'était devant le casino de Deauville. Oh non, Philippe, non, vous m'avez entraîné traîtreusement dans votre propriété. C'est pas le Normandie, ici. Ah, oui, vous ne connaissez Deauville que depuis ce matin. Oui. Eh bien, il faut que je vous dise, c'est que Deauville, ça ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Absolument pas. Comment vous dirais-je? Deauville, voyez-vous, c'est un monde à part. Vous, le joueur invétéré, vous avez joué votre vie comme au casino. Vous avez quelquefois perdu, mais vous avez souvent gagné. C'est très beau ce que dit Macha Merrill. Est-ce que vous avez rêvé tout ça ou est-ce que ça a été un jeu? Ça a été un jeu. Ça a été un jeu parce que la vie est un jeu. La vie, c'est un exercice ludique puisqu'on ne sait jamais quand ça s'arrêtera et pourquoi. Donc, c'est comme la roulette. Hein. Et puis, on sait que, comme à la roulette, on finira par perdre. Mais
on voit une très jolie séquence avec Jacqueline Joubert à Deauville, évidemment. C'était la première émission que vous produisiez et que vous animiez. Oui, oui, et Jacqueline Joubert, qui était une femme superbe, spirituelle, qui avait fait ses débuts comme speakerine à la télé, et puis qui était devenue une grande vedette, avait accepté avec Claude Darget que je m'infiltre dans un petit groupe très talentueux. Je dois dire que les aînés, comme on ne les appelait pas encore à l'époque, ont été très gentils avec moi. Que je suis entré au Figaro comme garçon de course au service photographique, ce qui était, bon, tout à fait mérité compte tenu des études que j'avais poursuivies sans jamais les rattraper, et que tout le monde s'est évertué à m'aider à grimper un peu l'échelle, sinon sociale, du moins professionnelle. Mais pourquoi, justement? Qu'est-ce que vous aviez... Alors, je crois qu'à l'époque, d'abord, c'était possible. À l'époque, il y avait encore une place pour les autodidactes. On n'avait pas besoin de montrer une maîtrise de lettres moderne pour entrer dans une salle de rédaction. Et puis, je crois qu'un garçon qui était jeune, pas trop rébarbatif, qui était courageux, qui avait une vocation et qui en voulait, il avait un boulevard devant lui. Alors, ce boulevard va être maintenant emprunté par celle qui va nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Masha Merrill. Bonne fête, Philippe. Merci. Macha est notre princesse. Notre princesse, absolument. Et une authentique princesse. Une authentique princesse. Absolument, princesse russe, mais enfin princesse quand même. Vous voyez comme les mœurs ont changé. Maintenant, ce sont les femmes qui offrent des fleurs aux hommes. Oui. Mais c'est très bien, moi je ne refuse mais pas ça. je suis d'accord, d'abord parce que c'est gentil, puis ça a réduit la dépense. Vous allez me les rendre, c'est ça? Oui. Non, Chérie, il y a une dame d'honneur derrière qui les récupère. Alors, Macha et Philippe, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Je crois que c'était une interview pour un de mes premiers livres. J'ai dû lui taper dans l'œil, je sais pas, il m'a proposé, mais comme il faisait... Dans l'œil seulement. Et écoutez, vous auriez aimé plus? C'est le secret de la longévité de notre amitié et de ce flirt éternel que nous avons depuis 30 ans. J'ai admiré en Masha Merrill, bon, d'abord la femme, ensuite la comédienne, et puis l'auteur que j'ai découvert également. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous essayez plein de gens, et il faut dire qu'au fur des... Il y en a quelques-uns qui n'ont pas tenu le coup, surtout les filles. Alors ça, elles valsaient. Mais en général, vous preniez plutôt quelques idiotes. Nous avions le rôle de la victime de ces messieurs, et il fallait se défendre. Il y en avait quelques-unes qui sortaient en larmes, hein. Franchement. Ah oui, c'était pas... Non, pas moi, non. Oui. Les idiotes ne sortaient pas en larmes de mes interviews, mais ils comprenaient que le lendemain. En tout cas, vous êtes amis depuis 25 ans. Il n'a jamais essayé de flirter, de vous séduire? Ça ne vous regarde pas. Ah, d'accord. Nous garderons ce secret pour nous, n'est-ce pas, Philippe? Alors, Philippe, parmi tous les métiers que vous avez exercés, vous avez également fait l'acteur. Oh, oui, pas beaucoup, et bon... Oh, bah si, quand même, on a des images, quelques jours de tournage pour jouer votre propre rôle dans L'aile ou la cuisse. Ah oui, c'était mon propre rôle. En 76. On ne peut pas dire que ce soit une performance de comédien. Non. Claude Zidi m'a dit, en me mettant devant la caméra, entre Coluche et De Funès, bah, vous n'avez qu'à faire ce que vous faites habituellement dans la vie. Alors, ça n'allait pas loin. Mais ça a été une belle expérience. Mais on a retrouvé mieux. Eh oui, Philippe, on a retrouvé mieux. Macha, je ne sais pas si vous le savez, mais Philippe a fait l'acteur en vrai. Il a joué aux côtés d'Arletty, eh oui, pas moins. Et ça ne nous Marc rajeunit pas, tout ça, hein, quand même. C'était en 1958 pour un film qui s'intitulait Vacances explosives. Vous avez vu ce film? Non, jamais. Eh ben, c'est le soir où on va vous le montrer. Voici Vacances explosives. J'ai honte. Oh, bah, ça dépend du trafic. Aujourd'hui, je compte y être vers 9h, après un petit arrêt buffet chez Pépé, au plan de cul. Au plan de cul? Oui, à cause de la cuistance. Ça vaut le détour et je m'y connais. Et ici aussi, c'est bon, hein? Ça me met l'eau à la bouche. Si on grignotait quelque chose sur la terrasse? Mais bien sûr, mon chéri, si ça te fait plaisir. Au revoir. Ah, c'est beau l'amour quand on est jeune. Allez, bon appétit, hein? Merci.
charmant ici, tu ne trouves pas? Si, charmant. Sans blague, moi ça me plaît beaucoup. Pas toi? Mais oui, je te l'ai déjà dit. Il faut hôtel, non? C'est écrit? Oh, c'est fatigant de conduire. Tu voudrais te reposer un peu après le déjeuner. Qu'est-ce que tu en penses? Que tu es un affreux hypocrite. Mais je t'adore. Moi aussi, et c'est justement pour ça. Alors, parlons-en. Il faut quand même, cher Stéphane, que vous sachiez ce qui est arrivé après. La jeune première n'a plus jamais tourné. Le réalisateur, on n'en a plus entendu parler. Christian Stingel. Christian Stingel, c'était fini, c'était son dernier film. Le producteur a fait faillite avant de se donner la mort. Non, mais attendez, ça a été une hécatombe, une hécatombe. Mais vous aviez déjà revu ces images? Non, jamais. Mais j'étais pas au départ engagé pour faire l'acteur. J'avais à l'époque une voiture américaine et la production me l'avait louée pour ce film. Et puis, le jeune premier qui devait la conduire étant tombé malade la veille du tournage, on m'a dit, ben, vous allez le remplacer. Voilà. Ah oui. Bon, en tout cas, Philippe, vous vous êtes vengé de vos débuts d'acteur manqués sur d'autres vedettes dans une émission culte samedi soir. Alors, c'était en 1971. Vous avez inventé, au fond, le premier talk show, comme on dit maintenant. Vous receviez Alors, vous savez, je n'ai pas inventé. Nous étions un petit bataillon de journalistes et d'animateurs. La télé commençait, la grille des programmes était entièrement libre. Donc, je me suis dit, on va faire une interview comme je l'ai pratiquée déjà à la radio ou pour la presse écrite. Elle sera très, très libre. Elle ne sera pas méchante parce que ce n'est pas dans mon tempérament. Non, ce n'est pas votre nature. Elle sera un peu plus libre et surtout, on réalisera ce qui est, je crois, à mon sens, la mission du journaliste, faire dire à ses invités autre chose que ce qu'ils sont venus dire. Et c'est vrai que vous receviez, il faut le préciser, toutes les personnalités qui faisaient l'actualité de la semaine. Tout le monde se précipitait dans vos émissions. Et avec moi à l'époque. Mais alors, chaque fois, ça changeait de nom. Il y a eu Samedi soir, 10 de Der, le dessus du panier, sur la sellette. Pourquoi vous changiez de nom chaque fois? Pour faire oublier que je ne changeais pas le concept. Ça a duré 8 ans, de 71 à 79, chaque semaine. De la première télé de notre actuel ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, à une séquence jamais diffusée avec notre mythique Alain Delon, en passant par une interview d'Alfred Hitchcock lors de votre toute première émission. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je vous propose maintenant de regarder un premier florilège, comme nous l'annonçait d'ailleurs la speakerine de l'époque, Virginia Crespo. Et 22h02, vous avez rendez-vous avec Philippe Bouvard et avec tous les invités de son émission. Vous en avez tâté un petit peu de la mise en scène? Oui, j'ai essayé une fois, ça a été tellement dramatique que je me suis arrêté pour l'instant. Comme assistant? Comme assistant, oui. Qu'est-ce qu'il fait, l'assistant metteur en scène? L'assistant, il va chercher du Coca-Cola et de la bière pour les stars. Il se prend les pieds dans les fils et il se fait insulter par tout le monde. Et ça dure 2 mois. C'est atroce. Cette ombre-là qui arrive d'une façon un petit peu saccadée, c'est Alfred Hitchcock. Bonsoir, monsieur Hitchcock. Il était normal que vous receviez notre tableau d'honneur ce soir, puisque vous avez reçu tout à l'heure la Légion d'honneur. Qu'est-ce qui vous a embrassé en vous remettant cette Légion d'honneur, monsieur Hitchcock? Ma mère. Votre maman? Oui. Pour l'instant, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier? C'est l'art ou l'argent? Je serais... Vous croyez que je vous répondrais l'argent, même si c'était l'argent? De toute façon, c'est l'argent. Ce serait difficile, oui. Enfin, quelquefois, par provocation. Non. Mais vous allez passer votre bachot? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Rien. Comme tout le monde. Vous venez de sourire sans même que je vous le demande. Ah, mais je souris naturellement. Je suis plutôt de nature pitre bon vivant. Je vous dis... Martin m'a demandé de garder ce rôle sinistre. Ce qui frappe chez vous, c'est le dynamisme. Oui, même là, j'ai l'air mou, comme ça. Oui. Mais j'aime bien les mots parce qu'on peut leur donner la forme qu'on veut. Ouais.
Je suis un peu déçu, Coluche, parce que je pensais que vous étiez un comédien. Donc quelqu'un qui était capable d'interpréter un tas de rôles qu'il n'avait jamais vécu. Ouais. Et puis en consultant votre biographie complète, je me suis aperçu que vous aviez été fleuriste. Ah oui, ça j'ai un peu essayé quand même, ouais. Combien de temps 5 ans pratiquement. Enfin, pratiquement, hein, parce qu'on m'a souvent foutu à la porte alors que j'étais un petit peu aussi souvent dans la rue que dans la boutique. Vous avez pris des cours de comédie aussi? Ah non, ça j'ai pas fait non plus, non. Un petit peu? Bah, j'avais été fleuriste, j'avais pas besoin. Oui. Vous avez dit aussi, je voudrais une maison assez grande pour y loger tous les hommes que j'ai connus. Bon, je vous demanderai pas combien de pièces. D'ailleurs, il y a des dortoirs. Mais... Ah non, j'aime le confort. Je n'imposerai pas les dortoirs à qui que ce soit. Est-ce qu'une femme dirige plus facilement ce genre de débat qu'un homme? Pour être très franche, ça aide. Ils sont très galants, les hommes. Quand vous dirigez un débat avec des hommes, ils vous laissent parler si vous avez envie de les interrompre. Parce qu'ils se disent toujours, si je la laisse m'intervenir, j'aurais pas l'air bien, j'aurais pas l'air féministe, j'aurais l'air phallocrate. Alors, comme ils sont complexés, bah, mon Dieu, ça aide d'être femme, oui, quelquefois. D'ailleurs, vous remarquez que je vous ai pas interrompu parce que je... Oui, voyez vous-même. La télévision, est-ce que vous avez toujours la répulsion et la méfiance que vous lui manifestiez voici quelques années? Plus que jamais. Je suis tous les jours plus monarchiste et tous les jours plus contre la télévision. Vous opposez la télévision à la monarchie? Exact. Oui. D'ailleurs, j'ai une toute petite télévision japonaise que je regarde tous les soirs à l'envers. À l'envers. Et avec un filtre de moiré, de façon que c'est absolument impossible de savoir s'il s'agit d'un parti de football ou d'une femme qui sort de la baignoire. Oui. Yannick Noah avait dit que la plupart des champions se dopaient un petit peu. Et en fait, on avait mal compris vos propos. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Je tiens pas vraiment à en reparler. Mais enfin, il arrive que certaines personnes me fassent des réflexions. L'autre jour, dans la rue, on m'a quand même appelé « Ah, bonjour, Yakik Noach ». C'était amusant. Est-ce que vous pensez que les présentatrices de la télévision qui bégayent un peu ont davantage la faveur du public que les autres? Ce qui veut dire qu'une personne qui parle correctement travaille moins plutôt? Oui. Je veux dire que... Moi, j'admire les personnes qui peuvent parler sans bafouiller, surtout. Oui. Mais vous avez un peu bafouillé au début? Oui, bien sûr. Oui. Bah, c'était très sympathique. Je veux dire, on vous a remarqué parce que vous aviez bafouillé un peu plus que les autres. Non? Oui. Vous êtes Madame Claude, une des plus célèbres entremetteuses de l'après-guerre. Oui. Dites-moi, vous avez aussi écrit que persuader les hommes qu'ils sont de bons amants les incite toujours à le devenir. C'est tout à fait normal. C'est la méthode Coué, ça, oui. Tout à fait. Dites-moi, pourquoi vous avez décroché? Puisque dans le fond, vous aimiez votre métier, ça marchait bien. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir s'arrêter, il faut laisser la place aux jeunes. Eh bien, voyez-vous, Madame Claude, j'ai l'impression que dans votre métier, comme dans le mien, c'est la même chose. Je veux dire que ce métier, il mène à tout, mais... À condition d'en sortir. À condition d'en sortir. J'ai fouillé des papiers il y a quelques jours et puis j'ai retrouvé une jolie chanson. J'ai trouvé une jolie chanson qui s'intitule « Les moulins de mon cœur ». Alors j'ai remonté la filière. Bon, j'ai trouvé que c'était une jolie chanson de Michel Legrand, que certains artistes l'avaient interprétée. Et puis en poussant un petit peu plus loin mon enquête, je suis arrivé à établir que Alain Delon l'avait chanté, cette chanson, mais qu'on ne l'avait jamais entendue. Tout le monde, vous avez trouvé une voix très belle. Non, je rigole là parce que je sens que vous partez sur un beat, Philippe. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un man... Alors là, je sais plus où on va là. Non, mais... vous y allez. Non, mais... Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ça fait rêver quand même ces images comme ça qui reviennent. Alfred Hitchcock, comme un monument du cinéma. Et vous, je m'en souvenais pas. Et vous le recevez dans l'escalier, vous? Oui.
Oui. Oui, mais il était de passage. Alors, il y a plusieurs choses qui Il descendait, vous montiez du reste. Qui me frappent là-dedans. D'abord, c'est que tout le monde était jeune à l'époque. Hein. Oui, beau. Ensuite, c'est que j'avais un culot monstre, que j'avais une voix un peu nasillarde, pas très agréable. Hein. Non, ça passe. Oui, ça passe, oui. Oui. Enfin, on est habitués, nous. Comparativement à ce qu'on fait aujourd'hui, c'était plutôt gentil. Alors, ce qui est incroyable, vous sortez pratiquement de l'ombre, si je puis dire, Madame Claude, quoique c'était en ombre chinoise. Première interview en ombre chinoise. Oui. Elle ne voulait pas qu'on voit sa tête. Et ben, elle travaillait par téléphone uniquement. Mais c'était une femme extrêmement convenable, qui avait une voilette et des mitaines, une des femmes les plus convenables que j'ai jamais rencontrées. Et qui se bornait d'ailleurs, comme elle disait, à présenter des jeunes filles à des amis. Non, mais Stéphane, il faut dire une chose. C'est que Philippe est un grand travailleur. C'est un vrai journaliste et que quand il arrivait, il était préparé à ses interviews. Ah, mais vous savez pourquoi? Parce que j'avais découvert très tôt que si la gentillesse s'improvise, l'agressivité se prépare. Exactement. Alors, dans les images qu'on vient de voir, il y en a une qui est évidemment touchante. Il y a une séquence magique où Alain Delon, on le voit, se met à chanter « Les moulins de mon cœur ». Eh bien, ce soir, le créateur de cette chanson a accepté de l'interpréter pour vous, Philippe Bouvard. Et oui, il est là avec nous. Je vous demande d'accueillir Michel Legrand. Que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux, comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, tous les moulins de mon cœur, tous les moulins de mon cœur. Michel Legrand. Venez Michel, venez nous rejoindre. Frère Michel,
Et sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir également cher Philippe, quelques artistes ont voulu vous faire la surprise de nous rejoindre. Patrick Bruel, Jane Birkin, Enrico Macias, El Salvatore Adamo et Laurent Baffy. Merci de vous. Ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Jane. Bonsoir. Enrico. Bonsoir. Bonne fête. Salvatore. Et puis mon petit Laurent. Bon anniversaire. Merci d'être venu. Dites donc, comme dit Enrico, quand il reçoit des amis chez lui, quelle belle brochette. Ah oui. Quelle belle merguez. Mais on va éviter de faire des boulettes, alors. Jane, vous étiez présente ce fameux soir où Alain Delon chante Les Moulins de mon cœur. On vous voit à côté de lui. Ah bon? Vous vous souvenez? Je me souviens de rien. Moi, je prends des somnifères, je me souviens de rien. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé ce soir-là? Rien du tout. Ah, c'est incroyable. Je me tourne vers Enrico Macias, Jane et Salvatore Adamo, parce que vous êtes des habitués. Quand on regarde la liste des invités de Philippe, le samedi soir, vous étiez des habitués. On avait peur quand on allait sur le plateau de Philippe Bouvard. Non, Salvatore. Ah, je vous avais dit, je l'avais prévu, je ferais des boulettes. Salvatore et Enrico, on avait peur d'aller sur le plateau de Philippe Bouvard le samedi soir. Oui, c'est vrai, parce qu'on était terrorisés par lui, parce que c'était... je ne sais pas comment vous expliquer. Quand on arrivait dans l'émission, on se disait à quelle sauce il va nous manger. Et vous aviez trouvé la solution pour... Moi, j'avais quand même à l'intérieur de moi une certitude, c'est que malgré son côté sévère et son caustique, il m'aimait beaucoup. Et je le sentais. Je le sentais qu'il m'aimait beaucoup. Il vous disait mon frère tout le temps. Oui, mon frère. Il m'a toujours appelé mon frère. Il me demandait des nouvelles de ma famille. Et il était tout le temps très gentil. Et il était très, très gentil avec moi. Mais malgré ça, quand il m'envoyait... Un jour, je me suis énervé après lui. Quand il a voulu critiquer Mireille Mathieu, je crois, ou Georgette Lemaire, je ne me rappelle plus. Non, plutôt Mireille Mathieu. Et j'ai pris la défense Vous avez eu raison. de Mireille Mathieu. Et vous, Salvatore, on avait peur d'aller chez Philippe? Moi, j'avais un trac fou, mais au bout de la deuxième fois, j'avais compris que Philippe appréciait une certaine sincérité. Je crois que c'était un pourfendeur de la supercherie. Et dès qu'on était soi-même, je pense qu'il nous adoptait. C'est comme ça que je l'ai senti, Philippe. Il faut être soi-même, encore faut-il être quelqu'un. Qui est le cas de chaque personne qui vous rejoint. Jane, vous aimiez tellement Philippe que je me suis laissé dire que vous alliez en cachette de Serge, vous alliez aux enregistrements des Grosses Têtes. C'est vrai? Non, c'est pas en cachette de Serge. J'étais en train de faire la fausse suivante de Marivaux avec Patrick Chéreau. Et pour me marrer, les après-midi, j'allais pour faire son émission. C'était génial, parce que c'était tellement gravelos. Il y avait même quelqu'un qui gerbait, tu t'en souviens? Parce que... Mais si, il gerbait parce qu'ils attendaient toute la journée pour faire partie de l'émission. Donc ça m'entraînait vers une sorte de... Oui, c'est des choses gras et drôles que j'adore. Et après, il les fait tourner en boucle. Mais en fait, on était fâchés parce qu'il avait écrit un truc sur moi dans un journal et j'avais trouvé ça très, très vache. Donc, je lui ai dit. Et puis, il m'a dit, oui, mais enfin, viens chez Maxime. Et il m'a invité chez Maxime. Et puis, il a dit, tu sais, je vendrai ma mère pour un rire. Donc, après ça, j'ai compris qu'il vendrait sa mère pour un rire. C'était certainement faux. Mais que je lui dois, c'est pour ça que je suis venue ce soir, toute l'amitié de toutes les... Enfin, la popularité de tous les chauffeurs de taxi, c'est grâce à des Grosses Têtes. Ouais. Mais si, c'est vrai. C'est pas grâce à un disque, c'est pas grâce à quelqu'un qui vous a vu un musical, c'est pas malheureusement le théâtre. Non, c'est les Grosses Têtes. Je voudrais vous dire, chère Jane, que les Grosses Têtes continuent et que vous avez toujours un bol de soupe chez nous. Patrick, alors... Votre rencontre avec Philippe, est-ce que c'est autour de la même passion, celle du jeu? Non, la rencontre avec Philippe, elle est aux Grosses Têtes.
La première fois, La première fois, c'est aux grosses Moi, têtes. j'ai pas vécu les affres et les angoisses du samedi soir. J'allais pas le samedi soir chez Philippe. Non, moi j'allais en effet, j'allais plutôt le lundi soir pour un dîner extrêmement sympa et convivial et une petite partie de poker derrière qui se terminait en général à l'heure, à minuit, quand Philippe le décidait et soudain il se levait, il éteignait toutes les lumières, il mettait l'alarme de la maison. On se retrouvait comme des cons au milieu de la baraque sans pouvoir bouger en se disant si on fait un pas, il y a les flics qui arrivent. Il partait, il éteignait tout. Et ça a duré quand même pas mal d'années et je garde un souvenir. Alors que le poker est un jeu, il faut plutôt allumer. Ou éclairer en tout cas. Qui gagnait le plus de vous deux? Oh, ben parce que Patrick est dans ce domaine comme dans d'autres notre maître. Hein. C'est un... Et je voudrais dire aussi que c'est certainement, je l'ai écrit parce que je le pense, avec Aznavour, l'un des chanteurs les plus intelligents. Et c'est vrai. Mais faut dire que vous n'avez pas une passion pour les chanteurs non plus. Non, non. Et surtout, bon, je redoute quand ils se mettent à parler. Ben, pas lui, ça se passe bien généralement. Et puis mon frère, enfin, c'est mon frère, mais c'est la branche très méridionale de la famille. Oui. Je le confirme. Je voudrais dire aussi à Michel Legrand, lui, ça c'est pas une révélation, mais je le confirme, à quel point j'aime sa musique et qu'elle me fait pleurer. Mais pleurer à la fois d'émotion et de bonheur. Je peux dire que c'est mon musicien préféré. Ouais. Merci. Alors, chez vous, vous savez, Philippe, d'abord, dans l'émission de Michel Arnaud, c'était Chez vous ce soir. Vous n'étiez que simple chroniqueur. Vous aviez aussi une passion, une sorte de marotte depuis le début. C'était les sosies. Oui. Oui, je dois dire que j'ai été le premier à rassembler des sosies. Ça s'est beaucoup fait. Ça s'est beaucoup fait depuis. Mais vous avez été le premier en 58. Et une de mes fiertés, c'était d'avoir trouvé le sosie de la reine d'Angleterre. Oui. C'était Huguette Funfrock. Oui, l'épouse d'un chirurgien de Limoges qui répondait au patronyme d'Huguette Funfrock. Elle était merveilleuse parce qu'elle ressemblait à la reine d'Angleterre, parce qu'elle en avait pris les tics, la façon de s'habiller. Et puis, bon, pendant 2 ou 3 ans, je ne l'ai pas revue. Et puis, elle faisait une carrière de sosie dans tous les films où on avait besoin de la reine d'Angleterre. Et comme la vraie n'était pas disponible, on prenait le sosie. Et un jour, j'étais sur un plateau de télévision. Elle participait à l'émission. Elle est arrivée habillée en reine d'Angleterre, comme d'habitude, et elle tendait sa main à baiser au machiniste. Folle. Eh bien, je vous propose de regarder quelques grands moments, justement, avec les sosies. Philippe Bouvard est à l'œuvre, regardez. Alors, Philippe Bouvard, où en êtes-vous avec vos sosies? Eh bien, tout marche très bien. Nous avons déjà 1 millier de réponses, plus d'1 millier de réponses même, ce qui est pas mal. Ah, c'est pas mal. Oui, attends, vous savez, nos sosies vont faire comme les vedettes auxquelles ils ressemblent. Ils vont partir en vacances. Nous les retrouverons en septembre, j'espère. Mais vous avez eu quoi, surtout, enfin, je sais pas, des vedettes de cinéma, des hommes politiques? Ah, en grande majorité, des vedettes de la scène et de l'écran. Pas d'hommes politiques, pas d'écrivains. Peut-être peut-on penser qu'on connaît aussi mal leur tête que leurs œuvres. Je dois dire que tout à l'heure, oui, lorsque vous êtes arrivés, vous avez salué très courtoisement mes invités, et puis vous êtes allé vers un garçon qui était là et que vous connaissez depuis longtemps. J'ai embrassé Michel, c'est tout. Et vous avez embrassé Michel. Alors, vous ne vous êtes aperçu de rien, sinon qu'il a eu une espèce de petit recul, de petite surprise. C'est parce qu'il a eu un recul. Oui. Et quand je lui dis comment vas-tu, il m'a dit et vous? Ça m'a quand même étonné. Bon, là, je crois que je vous dois une petite explication. Nous sommes dans une histoire de sosie. De Jane, ça va, mais de Bouvard, c'est trop. Eh oui. Comment vous êtes-vous aperçu, monsieur Guy, que vous étiez affligé de ce que j'appellerais par euphémisme un désagrément? Bon, à partir du moment où on m'a pris pour quelqu'un qui est à ses côtés, n'est-ce pas, à tout point de vue. Oui, mais ça vous a valu certainement des mésaventures, parce qu'on ne suscite pas que des sympathies dans mon métier. Non, c'est certain. Alors, vous auriez pu vous adresser à un chirurgien esthétique, vous en prendre à votre mère. Ma foi, j'ai pas pensé ni à l'un ni à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres rôles qu'on vous a proposés et que vous ayez refusé parce que vous les jugiez incompatibles avec la dignité royale?
Oui, c'est une mode qui a entraîné différentes propositions, certaines que j'ai acceptées puisqu'elles touchaient au cinéma, qui est mon violon d'Ingres, qui est une de mes activités. Celles qui étaient incompatibles évidemment avec la dignité de Sa Majesté, je les ai... Quoi par exemple? Des représentations qui frisaient, non pas le pornographique, mais presque. Ah oui, on voulait vous faire faire ça avec la couronne? Vous voyez, avec la couronne. Et voilà, Huguette von Frock. Alors, Laurent Baffy est avec nous. Laurent, évidemment, Philippe est un peu votre maître à vous aussi. Il a fait partie de mes débuts. J'ai beaucoup appris avec lui. C'était une période un peu vitale pour moi parce que j'avais pas un rond. Et quand on allait au Pré Saint-Gervais, je partais avec l'angoisse de vendre un sketch. Un sketch, pour moi, c'était un demi-loyer. C'était 8 jours, 15 jours de frigo. Et quand j'en avais vendu 2, j'avais 3 semaines d'avance. Quand j'en avais vendu 3, j'avais fait le mois. Oui, parce que Laurent n'était qu'auteur à l'époque. Oui, il était d'une timidité maladive. Il ne voulait pas qu'on montre le bout de son nez à la caméra. On n'imagine pas aujourd'hui, quand on voit dans les émissions ce que vous arrivez à balancer aux gens, que vous avez pu être timide, dans votre vie. Mais j'ai pas mal appris au contact de Philippe. Et ce qui était drôle à l'époque, c'est que Philippe, il a une période aussi où il était rédacteur en chef de France Soir. Je me souviens des comédiens qui passaient des sketchs. Et lui, il avait les grosses valises à l'époque, les premiers téléphones portables. Il faisait la une de France Soir. Il disait, le pape, vous me le mettez en 3. La vieille, vous me la remettez là et tout. Et les gens passaient leurs sketchs et tout. Ils disaient, oui, la fin, c'était pas très drôle. Hein. Écoutez, il m'a fait l'autre jour dans une émission qu'il anime sur une station concurrente de la mienne, mais qui économiquement Ça commence par Europe, ça finit par 1. M'a reçu, il a fait un truc extraordinaire. Il appelle des gens au hasard et il a au bout du fil une voix de petite fille. Alors il lui dit 6 ans. Bonjour ma petite fille, comment tu t'appelles? Je m'appelle Olivia. Ah, Olivia, c'est joli. Quel âge as-tu? Et la petite fille fait, j'ai 6 ans. Ah oui. Eh ben moi, je suis Laurent Baffy. Tu me connais? Oui, Laurent. Tu m'aimes bien? Oui, Laurent. Ben écoute, j'ai 45 ans, t'as 6 ans. M'appelle plus au bureau. 50 ans de rire à la télévision et justement, les images que vous allez voir réunissent les plus grands chanteurs qui sont passés dans Samedi Soir, de notre Johnny National à Charles Trenet, en passant évidemment par Serge Gainsbourg. On va en reparler dans un instant avec Jen. Regardez. Johnny Hallyday prépare lui aussi une performance. C'est mon tour. Ouais. Performance un peu négative, cher Johnny, mais enfin disons que le plus célèbre motard de France est en train de négocier un virage important dans son existence. Oui, j'ai décidé de finir la scène, en fait, de terminer mon dernier tour de chant à la fin du mois d'août prochain. Et ainsi, par la même occasion, de terminer les enregistrements de disques. Mais est-ce que votre femme va s'arrêter, elle aussi, de chanter dans le même temps? Non, je pense pas. Alors vous serez le mari d'une femme qui travaille? Oh, j'ai travaillé pendant longtemps et pendant longtemps, elle n'a pas travaillé, à chacun son tour. Oui, je crois que c'est important de vous asseoir entre deux chaises, parce que vous allez être tellement préoccupé par votre équilibre personnel que vous ne songerez pas à répondre par des pirouettes à mes petites questions. Hein? Est-ce que vous croyez que c'est une erreur de faire parler des gens dont le métier est de chanter? Oui. C'est vrai? Oui, je trouve, oui. Et vous pensez à quelqu'un en particulier? À moi. Est-ce que vous permettez oui. Que l'auteur de la merguez dans le couscous pose des questions à l'oursin dans le caviar? Si vous voulez. On peut. Allez-y, allez-y, je suis vous prêt aussi, à vous tout. faites des livres. Oui. À chaque fois, vous nous dites les droits d'auteur, les droits d'auteur, les droits d'auteur. Et vous aussi, chacun, le soleil, il se lève pour tout le monde. Pour vous comme pour nous, à chaque fois, vous nous critiquez, vous nous critiquez. Ah, je vous critique pas, je m'informe. Et oui. Comme on vous aime bien, dans la mesure où vous jouissez d'une certaine prospérité, nous nous réjouissons. Ça, c'est vrai, parce que de temps en temps, vous lancez des pics, comme ça. Mais en ce qui me concerne, vous finissez toujours par un mot doux, mon frère. Oui. Bon, alors, c'est très bien. Mais en même temps, vous les avez placés, vos trucs. C'est juste le mon frère, vous savez, c'est mon frère. Il n'y a eu qu'un, il y a Belle, hein. Aimez-vous les nouilles? Ah ben, j'aime bien les nouilles, mais j'aime aussi les gens très intelligents. Oui. Moi, c'est ma nourriture intellectuelle préférée. Est-ce que vous participez à cette émission parce que vous estimez qu'elle est utile à votre standing? Bah, évidemment, parce que tout ce qu'on raconte là, ça me fait pas rire du tout. Bien sûr. C'est un mauvais moment, c'est comme chez le dentiste. Mais c'est tellement bon une fois que ça s'arrête.
Et enfin, vous avez dit souvent que vous préfériez les filles à la peau blanche. Alors la question est celle-ci, est-ce que vous les préférez, ces filles-là, parce qu'à côté d'elles, vous avez moins mauvaise mine? Bon, ben, vous savez très bien que les filles à la peau blanche sont les seules qui arrivent à me faire rougir. Dans chaque émission de télévision, on vous voit arriver avec un panier. On va faire l'inventaire, puisque ce soir, nous sommes entre amis. Voilà. Et vous ne vous séparez jamais de ce panier. Jamais. Jamais. Ça, qu'est-ce que c'est? Un agenda en italien. Pourquoi en italien? Je sais pas, c'est très confus. Oui, oui. Moi, bon, je ça... parle anglais, je suis en France et mon agenda, c'est en italien. Ah bon, il y a des mystères offert. comme ça qu'on s'explique pas. Ça, qu'est-ce que c'est? Des vitamines. Des vitamines, oui. Pour porter ça tout le temps, il en faut. Ça, qu'est-ce que c'est? Mon argent. Votre argent? Oh non, perds pas. Non, mais c'est le bas de laine cher aux Français. Oui, encore une tradition bien de chez nous. Bon, ça? Mon chéquier. Oui. Si je suis indiscret, vous me le dites. Hein. Oui, bon. non, mais ça va jusqu'au niveau-là. Après ça, Oui. ça devient dégueulasse. Attention, hein. Est-ce qu'il vous est arrivé de séduire une dame qui vous dépassait de 20 cm? Ah oui, à moins que ce soit elle qui m'ait séduite, j'en sais rien. Comment ça se passe généralement? Je parle des tentatives d'approche. Bah, si elle est très très grande, je m'assieds directement sur ses genoux. Oui. Parce qu'il y a le côté maternel, comme vous disiez tout à l'heure. Si elle est petite, c'est elle qui s'assied sur mes genoux. Oui. Mais ça vous dérange pas de danser avec une dame en ayant le nez dans sa ceinture? Oh, c'est pas dans la ceinture, c'est ailleurs. Hein, vous voyez bas, peut-être non? Vous avez besoin de mes lunettes? J'ai ouvert un journal l'autre jour et j'ai vu l'annonce de vos fiançailles. Eh bien, voyez, il ne faut pas toujours croire ce qu'on dit dans les journaux, mais là, il faudrait le croire un petit peu quand même. Il y a du vrai? Oh, ben, quand on est fiancé, ça ne veut pas dire marié. On a quand même besoin de réfléchir un peu encore. Oui. Enfin, vous vous êtes imposé un délai, là? Non, je ne me suis rien imposé du tout. Non. Comment est la personne? Charmante, délicieuse, oui, vous la connaissez. Elle n'a pas osé entrer ce soir. Elle est là chez vous, elle m'a accompagné. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, les chanteuses? Elle est dans le couloir. Ah non, elle est éditeur, elle édite. Vous êtes le garçon bien élevé, gentil. Le Claude Rich de la chanson? Oui, un petit peu. Oui, avec le côté fleur bleue. Et puis, quand on entend les dernières chansons, on s'aperçoit que vous n'êtes pas si fleur bleue que ça. C'est-à-dire que j'aime montrer que je ne suis pas dupe et que je suis conscient de certaines choses, mais comme j'aime pas me prendre au sérieux, je traite avec humour. Oui, parce que la chanson d'amour éternelle, c'est bien. Mais enfin, on vit dans un monde où les sexes sont parfois incertains. Oui. Surtout depuis quelques mois avec certains David Bowie, Alice Cooper. Alice qui est un garçon comme le nom l'indique, bien sûr. Et ça, évidemment, ça ne pouvait pas constituer un jour une source d'inspiration. Oui, bien sûr. Oui. L'arrivée en force du troisième sexe doit inspirer les jeunes. Surtout quand on est naïf et qu'on ne se méfie pas. C'est ce qui vous est arrivé? C'est ce qui m'est arrivé, oui. Alors je me souviens d'un temps, pas si éloigné d'ailleurs, où vous étiez dans l'entourage de Salvador Dali. Absolument. Et je me souviens que lorsqu'il vous présentait, et il le faisait volontiers, je vous ai d'ailleurs souvent vu dîner avec lui ici, chez Maxime, en bas, il avait l'habitude de dire « Voici mon travesti préféré ». C'est vrai. Hein? Ouais. Dali adore ce genre de choses. Alors où en êtes-vous sur le plan de l'état civil aujourd'hui? Ah, moi, je n'ai jamais été travesti. Mais Dali Les gens disent n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je couds mon bouton. J'admire votre dextérité. Comme vous aurez un bouton à coudre. Qu'est-ce qui vous a appris, ce genre d'exercice? Le service militaire. C'est tout ce qu'on vous a appris, là? On a appris autre chose. Oui. En cas de guerre, ça sert pas tellement. Ah, quand même. Un bouton qui lâche en pleine guerre, vous vous rendez compte? Pour vous présenter devant le public ce soir, vous allez m'accorder cette grâce de faire un petit effort. Vous êtes d'accord? D'apparaître rasé, d'apparaître bien habillé, c'est une coquetterie élémentaire. Vous ne pas me coller les oreilles aussi? Vous allez voir, je suis sûr, vous allez être beaucoup mieux. Bon, bien sûr, vos admirateurs vont pas vous reconnaître pendant un quart d'heure. Ça y est, je crois que je me suis coupé. Mais non, vous donnez pas de bonnes raisons de... Ah, regardez, je suis coupé. Là. Ça va finir. C'est dangereux, votre émission. Là, hein? Ah ça, tout le monde fait des choses extraordinaires sans lendemain, parce que je vous fais confiance. J'ai pas de doublure, hein. Venez, jeune. Venez me dire un peu ce que vous en pensez.